Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici, merci au Campus des Solidarités à Scoria de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous apporter quelques éléments autour de la question de la place des parents, donc, qui a été pendant 3 années pour moi mon sujet de recherche. Donc effectivement, comme il a été dit, moi je suis de base éducatrice de jeunes enfants de formation initiale et après j'ai continué des études en sciences de l'éducation. Je suis actuellement docteur en sciences de l'éducation, mais je suis aussi responsable de formation dans une école de travail social, donc à Mulhouse. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de la place des parents au sein de la protection de l'enfance. J'ai intitulé l'intervention de la contrainte au développement du pouvoir d'agir, parce qu'on va voir aussi dans un premier temps comment, au niveau historique, il y a eu des évolutions de cette place des parents. Alors, la place des parents dans les établissements de la protection de l'enfance, ça vient poser 3 grosses questions que je vais aborder. La première, c'est comment a évolué cette place au sein des établissements. La seconde, en quoi le développement du pouvoir d'agir peut-il être un point d'appui pour l'accompagnement des parents. Et enfin, la troisième, dans les établissements de protection de l'enfance, quels sont les éléments qui vont être capacitants et incapacitants et quels sont les éléments qui vont orienter l'agir parental. Donc, c'est vraiment sur ces 3 points que mon intervention va se baser et on va éclaircir ensemble les différents termes qui apparaissent. Alors, concernant l'évolution de la place des parents au sein de la protection de l'enfance, il y a eu plusieurs logiques qui se sont succédées au fur et à mesure du temps. Alors, on peut remonter les prémices de la protection de l'enfance au Moyen-Âge, où là, on était dans une assistance aux enfants abandonnés ou aux enfants orphelins. Donc là, tout simplement, on était dans une logique de substitution, puisque les parents n'étaient pas là. C'est vraiment des enfants abandonnés ou orphelins, et donc aucune place pour les parents. Donc c'est quand même bien de garder ça en tête, de se dire que la protection de l'enfance, elle se base initialement sur un modèle qui date beaucoup, mais qui était basé sur une logique de substitution. Ensuite, à la fin du 19e siècle, il y a eu l'assistance à l'enfance en danger, donc qui est l'ancêtre de la protection de l'enfance actuelle, où là, on est en train d'être dans une forme de fin de toute puissance paternelle, parce qu'à l'époque, c'était non pas l'autorité parentale, mais l'autorité paternelle. Donc, c'est le père qui avait une toute puissance sur sa famille. Et petit à petit, l'État vient remettre en cause cette toute puissance paternelle en se disant eh ben, peut-être qu'il peut y avoir des impacts négatifs des parents sur les enfants. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où on se dit la famille, c'est pas toujours le Saint Graal et il se peut qu'il y ait des difficultés au niveau des familles et au niveau de l'intérêt de l'enfant. Et donc, là, on est rentré plus dans une logique de répression en se disant, voilà, les parents, une logique où on réprimande les parents pour des fautes ou des défaillances qu'ils auraient envers leur enfant. À partir de l'après-guerre de 1945, là, l'aide sociale à l'enfance qui a été constituée et une réflexion sur une logique de prévention. Alors, logique de prévention qui s'entend sur 2 volets. Prévention à la fois des difficultés que l'enfant peut rencontrer au sein de sa famille, mais aussi prévention par rapport aux difficultés que les enfants vont rencontrer dans les établissements de protection de l'enfance. C'est ce moment-là où il y a des choses qui sortent des études, notamment de Spitz, sur l'hospitalisme et sur le fait que les enfants puissent avoir des carences au niveau de l'attachement et que être accueillis au sein des établissements, être privé de relations particulières, va pouvoir aussi avoir des impacts négatifs sur l'enfant. Donc là, vraiment une logique de prévention qui s'installe à la fois par rapport à l'enfant au sein de sa famille, mais aussi par rapport à l'enfant en établissement. Et à partir de 1970, commence petit à petit une logique de coéducation avec quelques lois qui sortent, on va les regarder rapidement ensemble, où la place des parents commence petit à petit à apparaître dans les lois et on s'interroge justement sur la manière d'être en partenariat avec les parents. Alors,
Au départ, au Moyen-Âge, le parent absent. Ensuite, fin du 19e siècle, un parent plutôt coupable. Et petit à petit, on va passer du parent coupable à un parent assisté, à un parent défaillant. C'est des termes qu'on va entendre et qu'on va pouvoir lire dans la littérature aussi, des ouvrages sur justement le parent coupable ou autres qui apparaissent. Et parent toxique, un terme qui a été pas mal utilisé et que j'espère on n'utilisera plus dans l'intervention sociale actuelle. Et de plus en plus, un parent partenaire et un parent compétent aussi. Ça, on reviendra aussi sur cette idée de compétence parentale qui peut être fortement questionnée. Donc, voilà, ça permet d'avoir en synthétique, vous avez plein d'éléments à rechercher au niveau théorique, mais de voir comment ça a pu évoluer à la fois au niveau des institutions, mais aussi au niveau des logiques et de la place du parent au niveau historique. Alors, par rapport aux lois donc, que j'évoquais tout à l'heure, je repars de la loi de 1970, justement à partir de ces années-là où le parent va être plus considéré comme un partenaire, où on va penser la coéducation. Donc, il y a cette loi du 4 juin 1970 qui est relative à l'autorité parentale, qui, à l'intérieur de cette loi, on va trouver l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. Donc, à partir de ce moment-là, on recherche vraiment cette adhésion de la famille. Et cette loi, elle demande à ce que l'enfant soit maintenu dans son milieu actuel chaque fois qu'il est possible. Donc déjà, à partir des années 70, on commence à repérer aussi l'intérêt que peut avoir un lien avec les familles, avec les parents. Ensuite, on a la loi du 6 juin 1984 qui là va instituer une réflexion sur les modalités de coopération avec les familles. Et donc cette loi, en fait, elle faisait suite à un rapport qui montrait, un rapport qui s'appelle Bianco-Lamy, qui montrait clairement que les parents, ils étaient mis à l'écart. Et donc, suite à ce rapport, la loi est sortie pour instituer cette réflexion autour de la place des familles. Et donc, plus récemment, il y a un certain nombre de lois qui vont venir aussi un peu étoffer cette place des parents. La loi de 2002, que vous connaissez tous et qui est en lien avec la plupart des établissements médico-sociaux, qui va recentrer sur la place des usagers et le respect à une vie familiale. Et loi 2007, donc, qui se rapporte à la protection de l'enfance, où là, on va voir apparaître des termes que j'ai synthétisés ici en disant parents confrontés à des difficultés et ayant des responsabilités éducatives. Finalement, dans les textes de loi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire une analyse lexicale des mots et des termes qui sont employés. Et on voit qu'en 2017, c'était davantage des parents confrontés à des difficultés, tandis qu'en 2016, dans la loi, on va apparaître des termes où ce sera plus des parents ayant des ressources et des responsabilités éducatives. Donc, on voit déjà qu'on est passé au sein de la loi dans une logique plus du développement du pouvoir d'agir des parents parce qu'on s'appuie moins sur leurs difficultés que sur leurs ressources. Et ça vient changer quand même pas mal de choses au niveau de l'intervention. Et je vous ai fait quand même une petite slide sur la nouvelle loi qui est sortie très récemment, du 7 février 2022, qui est relative à la protection des enfants. Donc, dans cette loi, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur la parentalité ou les parents et la place des parents. Je vous invite tous à aller regarder ce qu'il y a dans cette loi. Donc, je l'ai un peu analysé au niveau de la parentalité et de la famille. Il y a principalement cette question de la maison des enfants et de la famille qui apparaît. Ce seraient des maisons créées à titre expérimental. Donc, ils sont définis ainsi. Elles participent notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité, ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire. Donc, en fait, c'est vrai que là, pour l'instant, les missions sont très larges. On voit que ces maisons des enfants et de la famille ont un certain nombre de missions et de poids sur les épaules, dont celui du soutien à la parentalité. Donc, le cahier des charges
n'est pas encore sorti. On va voir ce que ça va donner aussi concrètement. Mais c'est un des seuls aspects concernant la place des familles dans cette loi, en tout cas. Il y a également un petit aspect sur tout ce qui est médiation familiale et aussi au niveau du renforcement des actions de la PMI, notamment en développant le soutien à la parentalité. Donc, cette dernière loi, un peu moins de précision sur la place des familles, mais quand même, elles sont là. Alors, tout ça pour vous dire et pour vous montrer que cette évolution a aussi des effets un petit peu paradoxaux. On part d'un constat, c'est que les lois, comme je viens de vous le montrer, laissent une place à la famille, à la parentalité. Et quand même, de plus en plus, au fur et à mesure des lois, même si la dernière, ils étaient un petit peu absents. Mais ça nous invite à nous poser la question, à qui bénéficient les services de protection de l'enfance? Est-ce que l'enfant est le seul bénéficiaire des services de protection de l'enfance? Vu que la famille a de plus en plus de place, le soutien à la parentalité apparaît aussi dans ces lois, on peut se dire que finalement, dans les établissements de protection de l'enfance, le public, ce n'est pas seulement l'enfant ou l'adolescent ou le jeune, mais c'est aussi la famille et les parents. Je reviens aussi sur la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui nous dit que d'un côté, l'enfant il est vulnérable et que l'État, les États, doivent se concentrer sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça qui est la base de la Convention des droits de l'enfant. Et d'un autre côté, dans cette même convention, ils nous disent que la famille est considérée comme le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de l'enfant. Et donc, ça met les professionnels, ou ça nous met aussi un peu dans un paradoxe en se disant, de prime abord, on va devoir coopérer, on va devoir travailler avec des parents qui mettraient en danger leur enfant. Donc, on peut se dire qu'il y a des éléments contradictoires de prime abord et comment on va réussir à réfléchir ça pour que dans la pratique, ça ait lieu effectivement. Au niveau de la définition du travail social, qui va venir aussi apporter une place au pouvoir d'agir, dans le décret de 2017 du Haut Conseil en travail social, la définition du travail social qu'ils proposent, ils nous disent, dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Et donc, c'est cette phrase que je vous ai mis en gras qui a toute son importance dans les réflexions sur le développement du pouvoir d'agir des parents au sein des établissements de protection de l'enfance, parce que c'est de votre responsabilité en tant que travailleurs sociaux, et c'est décrit dans ce qu'est le travail social, de permettre ce développement des capacités des personnes et du pouvoir d'agir des personnes par rapport à leur environnement. Donc, encore une fois, le travail social en protection de l'enfance s'adresse-t-il seulement à l'enfant? Est-ce qu'on doit accompagner seulement les capacités des enfants à agir pour eux-mêmes et dans leur environnement? Ou est-ce qu'on doit aussi penser pour les parents à cet accompagnement du développement des capacités et de prise en compte du pouvoir d'agir dans leur environnement? Penser la place des parents au sein de la protection de l'enfance, c'est s'inscrire dans un développement social durable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développement social durable? Le développement durable, on en a tous plus ou moins entendu parler, notamment par rapport à des questions écologiques. Petit rappel, le développement durable vise à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et donc, en termes de développement social durable et par rapport au propos qui est le mien sur la place des parents, c'est se dire que si on est dans une protection de l'enfance, à penser la place des familles,
on s'inscrit dans un développement social durable, puisque on ne va pas seulement pallier à des difficultés parentales à un moment donné, on va travailler avec les parents pour transformer ces difficultés en ressources. Et donc, on est dans quelque chose de l'ordre de plus pérenne, d'un développement social durable. Et c'est en cela que c'est important vraiment de réfléchir à cette place des parents pour penser vraiment l'avenir de l'enfant et l'avenir des familles. Donc, ça vient questionner le bien fondé des stratégies de protection de l'enfance à long terme, cette question de développement social durable. Comment le développement pourrait s'avérer durable pour réduire les situations de vulnérabilité parentale. Si, comme auparavant, on vient juste retirer l'enfant à sa famille, finalement, on est dans un acte isolé et on ne travaille pas forcément avec les familles sur leur situation familiale et on n'est pas dans du bon terme où des familles vont pouvoir apprendre et développer leur pouvoir d'agir. Donc, il va être intéressant de penser les dispositifs de protection de l'enfance comme des lieux de développement pour la parentalité. S'inscrire aussi dans ce développement social durable, ça permet, en tout cas, on peut le penser, d'éviter la reproduction intergénérationnelle, qui est un phénomène que vous pouvez aussi lire en théorie, que des familles vont parfois reproduire ce qu'elles ont vécu. Du coup, je vais revenir sur les termes que j'ai déjà un petit peu employés par-ci par-là. Donc, le premier qui est la parentalité, qui a été plutôt pas mal théorisé par Didier Houzel, donc dans les années 1999. Du coup, lui, il nous dit que la parentalité, elle comporte 3 volets. Le premier qui est l'exercice de la parentalité, où c'est l'être parent. Donc là, qui se réfère à l'autorité parentale, à la dimension extérieure aux parents, sociale, culturelle. C'est en fait tout ce qui va cadrer le fait d'être parent dans une société en particulier. C'est-à-dire il n'y aura pas le même exercice de la parentalité en France qu'au Canada, qu'au Sénégal ou dans d'autres pays. Et toute cette question de la norme, qu'est-ce qui fait un bon parent en France et qu'est-ce qui fait un bon parent en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, pour lui, la parentalité a 3 volets. Le premier, ça va être tout ce qui est le cadre extérieur, de là où on se situe, qui va permettre l'exercice de la parentalité. Et donc là, s'inscrivent notamment tout ce qui est fonction parentale ou les lois, l'autorité parentale, etc. Le deuxième volet, qui est l'expérience de la parentalité, où là, c'est se vivre parent, où on est davantage dans un processus de construction subjectif, une appropriation de son rôle et les remaniements psychiques qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est vraiment comment on va se sentir parent à partir du moment aussi où on le conçoit, où on conçoit le désir d'enfant, mais aussi quand l'enfant est en cours de création, est porté par la maman, et comment finalement il va y avoir des remaniements psychiques à l'œuvre pour devenir parent. C'est vraiment tout ce qui est conscient et inconscient, c'est ce qui se joue au niveau de notre psychique pour devenir parent. Le troisième volet, c'est la pratique de la parentalité, on peut dire le faire parent. Donc là, on est sur tout ce qui est filiation domestique, les tâches dévolues aux parents pour prendre soin et s'occuper de son enfant. Ça va être des tâches vraiment très concrètes lors de la pratique, faire à manger à son enfant, le changer, mais ça va être aussi tout ce qui est autour de l'éducation, la socialisation de l'enfant et le climat affectif qu'on met autour de l'enfant pour qu'il se développe. Du coup, je trouvais ça intéressant de réfléchir au pouvoir d'agir, non pas par rapport aux parents directement, mais par rapport à la parentalité, parce que ça nous permet de se dire qu'il y a ces 3 volets qui peuvent être accompagnés dans le développement du pouvoir d'agir des parents.
Alors, donc comment cette parentalité, elle est prise en compte dans les établissements de protection de l'enfance? Il va apparaître aussi plusieurs, alors c'est à la fois lié aux lois et lié à cette historique de la protection de l'enfance, mais c'est aussi des approches qu'on va retrouver et des fois qui coïncident au sein d'un même établissement ou avec différents services de protection de l'enfance, différentes orientations. Une des premières orientations, c'est la suppléance parentale, où là, l'intervenant complète le parent dans certaines tâches. Donc là, on est plus dans pallier un manque, compléter, combler d'une manière non identique ce que le parent ne fait pas. Donc on est vraiment dans la suppléance. Un deuxième volet qui va être le soutien, c'est ça qu'on entend souvent, hein, le soutien à la parentalité, où l'intervenant aide le parent dans certaines tâches. Mais dans le soutien, on est dans un appui, une assistance où le parent est quand même dépendant du professionnel qui le soutient. Sans son aide, il n'aurait pas réussi. Donc on voit aussi que là, on n'est pas dans la même démarche, dans le même positionnement en tant que professionnel. Il y a tout un courant aussi qui va être l'éducation parentale, où là, l'intervenant éduque le parent pour qu'il soit compétent. Là, on est davantage aussi dans tout ce qui est sorti au niveau des compétences parentales, avec un positionnement particulier aussi qui peut être bénéfique à un moment donné, mais attention au revers de la médaille par rapport justement au positionnement du professionnel qui saurait et qui éduquerait un parent qui ne saurait pas. Et de plus en plus, le terme accompagnement qui arrive et qui génère une posture, un positionnement particulier, où là, l'intervenant se joint aux parents, lui offre des outils et repères pour aller là où il souhaite. Donc là, on part du parent et de là où il en est sur son parcours de vie, sur son chemin. On l'accompagne. Et on a une posture qui est plus linéaire, qui est plus à côté du parent que d'un professionnel qui saurait et qui déverserait son savoir. Donc, les trois premiers, attention à la posture professionnelle du sauveur qui viendrait justement pallier, aider le parent à tout prix, et attention aux normes du bon parent, parce que même si on est dans l'éducation parentale, il y aurait un parent qui sait et un parent qui serait compétent et un parent qui ne le serait pas. Il y aurait des normes peut-être trop encadrantes. Et dans l'accompagnement, on serait davantage dans une autonomie contextualisée où il y aurait la place pour le libre choix du parent, pour l'accompagner dans son contexte à petit à petit développer son autonomie. Quelle que soit l'orientation choisie, l'objectif, c'est que le parent il soit en capacité de s'occuper de son enfant. Mais on peut s'interroger sur justement ces différentes orientations en se disant peut-être qu'il y a des orientations qui vont permettre davantage de développer cette question de la capacité et plus tard on va avoir de la capacité et du pouvoir d'agir du parent. Une slide entière pour la question de la coéducation qu'on pourrait mettre en lien avec l'accompagnement. La coéducation, c'est la volonté de construire ensemble l'éducation de l'enfant. La coéducation, c'est pas seulement un parent et un professionnel. Ça peut être une coéducation avec les grands-parents, avec voire des voisins. C'est vraiment l'idée de construire ensemble l'éducation de l'enfant. Et tous ceux qui ont envie et qui sont concernés par l'éducation de l'enfant peuvent contribuer à cette coéducation. Ça va au-delà de la coopération. Parce que la coopération va être plus dans la compilation de l'apport de chacun, une répartition des tâches. C'est-à-dire que quand on coopère, voilà, chacun apporte ses petites compétences par-ci, par-là. Tandis que dans la coéducation, on va être dans un débat d'idées, dans un échange, dans l'élaboration d'une œuvre commune. Chacun ne va pas venir avec sa pierre à l'édifice, à mettre l'une par-dessus l'autre leurs idées, mais ensemble, on va débattre autour de ça pour construire quelque chose. Donc, vous voyez la petite nuance entre coopération et coéducation.
Selon Frédéric Jésus, donc, il a écrit un ouvrage sur cette coéducation. Il nous dit que la coéducation, elle est fédératrice, mobilisatrice et éthique. Alors fédératrice parce qu'elle implique différents acteurs. Comme je vous ai dit, ce n'est pas simplement le professionnel et le parent, mais ça peut être toutes les personnes qui sont concernées par l'intérêt de l'enfant, par l'éducation de l'enfant. Ça peut être éventuellement son parrain, sa marraine, ses frères et sœurs. Voilà. On peut aussi penser cette idée de coéducation au sein des établissements en intégrant d'autres personnes que les parents. Mobilisatrice aussi parce que là, les acteurs qui vont faire partie de la coéducation, ils se mobilisent vraiment autour de valeurs communes et de la question de l'éducation de l'enfant. Et éthique par rapport à la question du lien social et de la conception d'une éducation respectueuse et qui respecte chaque personne qui vont la co-construire, justement. La coéducation, elle permet de concevoir la réciprocité éducative où les parents et les professionnels ont autant à apprendre les uns que les autres. Et l'un de l'autre, pardon. Donc, la coéducation, elle permet aussi d'être dans une responsabilité partagée quant à l'éducation de l'enfant. Et ça, c'est hyper important, c'est de ne pas mettre toute la responsabilité sur le parent coupable, comme on a pu le voir dans des années antérieures, mais de se dire, on est tous en partie responsables de cette éducation de l'enfant. Alors, que l'on soit dans l'accompagnement, la suppléance, l'éducation, la coéducation, je vous disais tout à l'heure que ce qui était important, et ce qui était visé, c'était que le parent soit en capacité de s'occuper de son enfant. Donc, on va revenir sur ces termes. Qu'est-ce que c'est que la capacité d'agir dans un premier temps? Donc, la capacité d'agir, elle est composée de déterminants internes et de déterminants externes. Les déterminants internes, c'est tout ce qui est attrait au parent en lui-même, si on parle de la capacité d'agir du parent. Et les déterminants externes, c'est ce qui va venir autour, dans le contexte du parent, impacter cette capacité d'agir. Ça, c'est la base, mais c'est hyper important parce qu'on se dit qu'il n'y a pas seulement les déterminants internes. Souvent, on a tendance à remettre la faute justement sur la reproduction intergénérationnelle, des mécanismes psychiques ou la maladie mentale ou autre. Non, il y a aussi des déterminants externes qui vont favoriser ou au contraire défavoriser cette capacité d'agir. Donc, la capacité d'agir, elle peut être définie comme la capacité d'un individu à poser des actes et des choix en fonction des ressources, opportunités et moyens dont il dispose, avec la possibilité d'exprimer ce qu'il est. Donc là, on va apparaître aussi les prémices du pouvoir d'agir. Ce qui est important dans cette définition, c'est qu'il y a la question des actes, vraiment de l'agir. Il y a la question du contexte et du choix, de faire un choix, et de l'identité, la possibilité d'exprimer ce qu'il est. Et donc, cette question des actes, du choix, du contexte et de l'identité, ça va être tous ces petits éléments qui vont nous permettre de concevoir le développement du pouvoir d'agir au sein des établissements de protection de l'enfance. Alors, quel lien y a-t-il entre être, agir, bien-être et développement? Être, c'est avoir le sentiment d'exister et se concevoir dans un rapport au monde. Je viens sur des propos un peu philosophiques, je vous laisse le temps de digérer aussi. Et l'agir va procurer le sentiment d'exister, puisque l'individu laisse son empreinte sur le monde. Donc, ça permet de se dire que par l'agir, on va être. Et en laissant une place à l'agir aux parents, le parent va développer son être, son identité. Et c'est en cela que penser l'accompagnement en termes de développement du pouvoir d'agir, ça va permettre aux parents de développer finalement ce qu'ils sont vraiment, puisque l'agir et l'être sont vraiment imbriqués les uns aux autres. Il y a notamment Ricoeur qui parle beaucoup de ça.
il nous dit « c'est en appréciant nos actions que nous nous apprécions nous-mêmes comme en étant l'auteur ». Donc, c'est en agissant, en faisant, qu'on va pouvoir aussi s'apprécier, qu'on va pouvoir développer sa confiance en soi. Et par rapport à ça, il y a la Déclaration des Nations Unies de 1986 qui énonce le droit au développement comme un droit inaliénable. Donc, en tant que travailleurs sociaux, ce qui est important, c'est de réfléchir ce droit au développement qui est un droit à l'agir et à l'être, de pouvoir laisser une place à chacun d'expérimenter l'agir pour se développer en tant que personne. Alors, partant des capacités d'agir, j'en viens à la question des capacités. En fait, la capacité d'agir, elle a été pas mal réfléchie par différents auteurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter brièvement l'approche de Sen, qui est un économiste indien et qui a parlé de cette approche dans les années 1979. Et le contexte par rapport à ça, c'était de réfléchir pour concevoir une société plus juste. Donc, lui, il était économiste, il s'est dit tout ce qui est IDH, indice de développement humain, PIB, produit intérieur brut, ça ne laisse pas avoir finalement la qualité de vie des gens. Ce sont des chiffres comme ça, mais qui ne représentent pas vraiment la qualité de vie des personnes. Et c'est dit, PIB, IDH, tous ces chiffres, ça ne montre pas ça. Moi, je vais penser à la question des capacités pour permettre de donner à voir cette question de la qualité de vie des populations. Alors, pour lui, les capacités, c'est les choix qui s'offrent à l'individu. Très concrètement, on peut retenir ça. Les capacités, c'est les choix qui s'offrent à l'individu. Et ils sont reliés à deux éléments. D'un côté, les potentialités, qu'il appelle being, qui vont être les moyens de réaliser des actions. Et les capacités, donc doing, qui vont être les actions possibles. D'un côté, il y a l'action possible, et de l'autre côté, les moyens qui vont permettre vraiment de réaliser ces actions. Alors, potentialité, ça peut être, donc c'est un économiste, il parle de capital, le capital financier, le capital physique, le capital humain, le capital social. Pour lui, il faut prendre en compte tous ces indicateurs pour pouvoir réfléchir aux moyens vraiment d'agir des personnes. Et les capacités, ça va être les caractéristiques personnelles et les opportunités sociales. Donc, on voit dans les capacités, c'est un peu plus complexe que ce que je vous ai montré sur la capacité d'agir, mais on voit quand même apparaître ces déterminants internes et les déterminants externes qui sont sous-jacents à la question des capacités et du pouvoir d'agir. La question qui se pose au travers des capacités, c'est quel choix s'offre à l'individu pour diriger librement son existence. Il part du principe que les droits ne suffisent pas pour être égaux, ils doivent être pensés dans leurs conditions d'application. Lui, il prend l'exemple dans son ouvrage du droit de vote des femmes en Inde et il nous dit que finalement, si le bureau de vote il est à des kilomètres de l'habitation de ces femmes, si les élections ont lieu sur du temps de travail, ou encore s'il n'existe qu'un seul parti politique, est-ce que finalement on a véritablement le droit effectif? Et donc, il pense, c'est en cela que les capacités vont permettre de faire évoluer la qualité de vie vraiment. Il se demande, est-ce que les femmes ont réellement la capacité de voter? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui se sont imbriqués. Je vais revenir petit à petit à la question de la protection de l'enfance. Il y a Martha Nussbaum, plus récemment en 2012, qui a rapporté cette question des capacités à la philosophie et elle les définit comme un ensemble de possibilités ou de libertés substantielles que les individus peuvent décider d'exercer ou non.
Et ça nous permet de se poser la question, qu'est-ce que chaque personne est capable de faire et d'être? Quelles sont les capacités parentales? Et donc, les parents au sein de la protection de l'enfance ont-ils la capacité d'exercer leur parentalité? Est-ce que voilà, tout ce qu'on a pu voir sur les différents capitaux, le capital social, le capital économique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la possibilité qu'ont les parents d'exercer vraiment leur parentalité? Donc, les capacités, elles sont composées de ressources internes, de ressources externes, c'est un petit peu ce qu'on a vu pour la capacité d'agir. Et Sen et Nussbaum, ils nous disent de réfléchir aux facteurs de conversion. Qu'est-ce qui va permettre de convertir ces ressources internes et externes pour permettre vraiment la capacité? Donc, il ne faut pas seulement penser aux ressources, c'est une fois que j'ai ces ressources, comment je les mets en œuvre effectivement? Donc ça nous permet aussi de penser le travail avec les familles, d'identifier quelles sont leurs ressources, mais ensuite quels vont être les éléments de conversion, les éléments facilitateurs pour que ces familles, pour que ces parents puissent exercer leur parentalité. Donc, les capacités, c'est des espaces de possibles, mais elles ne signifient pas forcément que la personne va les mettre en profit en situation. Il y a à la fois le côté espace de possible, mais ensuite, quel facteur de conversion va être mis en œuvre dans le contexte particulier des personnes, quel facteur va être facilitant pour regrouper ces ressources dans ce contexte, et aussi, il y a la question du choix, que la personne va choisir d'exercer ou non sa capacité. L'acte de conversion permet d'exercer ses capacités en articulant les ressources. Donc, les capacités parentales, la question des capacités, elle permet d'interroger la situation familiale au regard des capacités. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, est un frein à la parentalité? Qu'est-ce qui, dans l'environnement de tout un chacun, de tous les parents qu'on va rencontrer, va être un frein? Est-ce que ça peut être la question du capital financier, du capital social? Il y a plein de questions qui vont pouvoir se poser. Concrètement, peut-être si un parent, le soir, n'a pas de quoi remplir son réfrigérateur, peut-être que ta priorité, ça ne va pas être tout de suite d'être dans une parentalité particulière avec son enfant, mais plus dans un instinct de survie par rapport au lendemain. Donc, la question du capital financier, là, peut se poser. Donc, la question des capacités, de la garder en tête en tant qu'intervenant social, c'est intéressant parce que ça nous permet de ne pas aller trop vite à des conclusions et de voir le contexte dans sa globalité. On peut aussi interroger l'intervention sociale au regard des capacités. Le parent, est-ce qu'il est capable d'identifier ses ressources et les opportunités que lui offre son environnement? Peut-être qu'un parent, il va être capable d'identifier ses ressources, mais pas les opportunités, ou inversement, qu'il y a des opportunités, mais qu'il n'arrive pas à percevoir les ressources qu'il a. Donc, être dans un travail comme ça de co-construction et d'élaboration avec le parent à partir de là où il en est et de ses ressources, ça peut être intéressant et surtout éthique et respectueux de la personne. Et les facteurs de conversion, comment les parents peuvent mobiliser ces facteurs de conversion pour réussir véritablement à développer un pouvoir d'agir très concret. Et quelle est la place accordée à l'autodétermination ou au libre choix du parent? Des capacités à l'environnement capacitant. Vous avez déjà entendu depuis ma présentation, j'ai parlé 2-3 fois de capacitant à capacitant. Alors, les capacités, elles nous permettent de réfléchir en termes de parentalité empêchée, c'est-à-dire quels sont les éléments dans le contexte qui empêchent le parent d'être dans une parentalité avec ces 3 axes qu'on a vus tout à l'heure. Ça permet de ne pas tomber dans des jugements, dans des opinions, dans des croyances, mais vraiment de se baser, comme je vous ai dit, sur la globalité du contexte qui entoure la situation familiale.
Ça leur permet aussi de penser la place en termes de ressources et de vulnérabilité. Quelles ressources existent, parce qu'il y en a, et quels sont les points de vulnérabilité sur lesquels on peut travailler et qu'on peut faire évoluer. Et donc, ça, réfléchir en termes de parentalité empêchée permet de nous dire quelle parentalité potentielle. Donc, en travaillant sur différents aspects, on peut réfléchir à une parentalité justement potentielle qui peut advenir. Prost et Fernagude, c'est des auteurs qui ont travaillé sur la question de l'environnement capacitant. Ils nous disent « Disposer de ressources internes est une condition nécessaire, mais non suffisante pour qu'une personne soit reconnue comme agissant avec compétence. Ces ressources ont besoin d'être converties, soutenues par un environnement qui les potentialise. » Là, ils nous disent que, effectivement, il va y avoir une personne à un moment donné qui aurait peut-être des ressources et des compétences, mais si on ne prend pas en compte son contexte, son environnement, elle ne pourra peut-être pas les démontrer. Et il y a la question de potentialise qui nous intéresse particulièrement en tant qu'intervenants sociaux. Comment je vais créer un environnement qui va permettre aux parents de démontrer ses ressources et ses potentialités. Alors, l'environnement capacitant, c'est intéressant d'y penser par rapport à la place des parents en protection de l'enfance, parce que savoir être parent, c'est différent d'être en mesure d'exercer sa parentalité. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut peut-être avoir des connaissances, des ressources, mais ne pas être en mesure de le faire parce que l'environnement ne nous le permet pas. Et donc, l'environnement capacitant. Alors, environnement capacitant, ça a été pensé dans le domaine de l'ergonomie, mais il y a des choses très intéressantes à rapporter au travail social. Donc, ils nous disent que c'est des environnements qui vont fournir aux individus l'occasion de développer de nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences, d'élargir leurs possibilités d'action, leur degré de contrôle sur leurs tâches et leurs modes opératoires, c'est-à-dire leur autonomie. Ce qu'il faut retenir de l'environnement capacitant, c'est tout simplement un environnement qui va permettre de développer le pouvoir d'agir des parents. C'est un environnement qui va être pensé dans le travail social par vous, les professionnels du travail social, pour permettre aux parents de développer leur pouvoir d'agir ou à d'autres personnes qui sont accompagnées. L'environnement capacitant et aussi le pouvoir d'agir, d'habitude, c'est pensé par rapport à une personne ou par rapport à une collectivité. Comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé ça intéressant de l'associer à la question de la parentalité. Comme on l'a vu tout à l'heure, les 3 axes, être parent, faire parent et se vivre parent, pour vraiment les avoir en tête, ces axes, quand on travaille la question de la parentalité. Alors, on pourrait le définir comme un environnement réfléchi et initié par des professionnels, en termes de ressources, permettant aux parents d'accéder à plus de possibilités d'agir sur ce qui est important pour lui et dans l'intérêt de son enfant. Dans cette définition, on retrouve beaucoup d'éléments du développement du pouvoir d'agir, notamment sur la question des possibilités d'agir sur ce qui est important pour lui. Ça, c'est Yann Le Bossé qui dit des choses là-dessus. Et moi, j'ai choisi de rajouter particulièrement dans la protection de l'enfance l'intérêt de l'enfant, parce que c'est quand même ce qui est un des enjeux majeurs. Et un des enjeux aussi, c'est que le parent fasse la différence entre son intérêt et l'intérêt de l'enfant. Donc, un environnement capacitant pour la parentalité, ça permet d'allier ces 2 enjeux. Le Bossé, c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur la question du développement du pouvoir d'agir et qui nous dit que c'est un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir de manière efficiente sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. Je vous invite aussi, si ces questions vous intéressent, à aller plus profondément lire Yann Le Bossé, qui a utilisé cette question du développement du pouvoir d'agir, après d'autres, ça a déjà été pas mal théorisé, mais qui a une approche qui est très concrète aussi par rapport à l'intervention sociale.
Donc, pouvoir d'agir. Un de mes prédécesseurs a pris la parole sur cette question de pouvoir et agir. Donc, dans pouvoir et agir, il y a la question du pouvoir. Pouvoir de, pouvoir avec, pouvoir sur. Pouvoir de, c'est vraiment le pouvoir de faire, la possibilité d'agir. Le pouvoir avec, c'est la dimension collective qui va pouvoir s'associer au pouvoir de. Et le pouvoir sur, je l'ai plutôt barré parce que si on est dans une idée de contrôle, on a le pouvoir sur quelqu'un. Donc là, ce n'est pas vraiment ce qui est recherché dans la question du pouvoir d'agir. Mais on peut l'entendre aussi comme du pouvoir sur ce qui est important pour nous. Donc c'est là qu'on pourrait être d'accord avec le pouvoir sur. La question de l'agir, il y a plusieurs manières d'agir. Et ça va être un agir qui va être productif, qui va permettre un développement. Ça va être un agir qui va permettre de maintenir son statut, ou ça peut être aussi un agir qui se dégrade. Donc, il y a toutes ces petites nuances à penser en termes de développement du pouvoir d'agir. Que je cherche le pouvoir de, le pouvoir avec, le pouvoir sur. Et dans l'agir, est-ce qu'on cherche un maintien du statut ou un développement? Et j'espère pas une dégradation. Alors, là, je vais vous parler d'une recherche-action que j'ai menée avec des professionnels et des parents des établissements de protection de l'enfance. C'est une recherche que j'ai intitulée « Protection de l'enfance, penser à un environnement capacitant pour la parentalité » et dont les enjeux étaient de réfléchir à la place qu'occupent les parents en protection de l'enfance et aux facteurs capacitants et incapacitants dans les établissements. Pour ça, je me suis appuyée sur 3 outils méthodologiques. D'une part, l'étude des dossiers des familles. Donc, j'ai étudié une centaine de dossiers d'enfants qui étaient accueillis au sein de ces établissements, notamment pour voir quelle défaillance était à l'origine du classement, mais aussi quelle place avaient les parents dans les documents administratifs. Est-ce que leur avis est pris en compte? Est-ce qu'ils signent des documents? Quels documents? Voilà, c'était vraiment une analyse autour de ces dossiers et de la place que les familles avaient. Un entretien avec une quinzaine de parents issus de différents établissements que je vous montrerai tout à l'heure pour connaître leur représentation par rapport à leur place dans l'établissement et par rapport à leur pouvoir d'agir. Et un entretien collectif, donc du focus group, avec des équipes de professionnels, des équipes des établissements que je vais vous présenter par la suite. Et donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment ce qui ressort des entretiens et pas des dossiers. Je vais faire un focus là-dessus. Alors, les partenaires de la recherche, on peut en dénombrer 5 établissements. Donc, je travaille avec une pouponnière, donc les enfants de moins de 3 ans qui étaient placés sur décision judiciaire ou administrative, une maison d'enfants à caractère social, une maison d'enfants à caractère social ouverte où il y avait davantage de séquentiel, avec un service de placement à domicile. Une maison d'accueil de jour de la petite enfance, vous n'allez sûrement pas connaître, c'est un établissement très particulier qui était là, vers chez nous, et qui a un fonctionnement comme une crèche à peu près, donc à des enfants de moins de 3 ans, qui en plus font vraiment des ateliers parents-enfants, et les parents qui venaient, dont un enfant était inscrit à la MAJ, étaient des parents qui avaient été repérés par les puéricultrices de PMI comme en potentielle difficulté. Donc, c'était, on peut dire, un établissement de prévention précoce. Et un centre maternel où des mamans étaient accueillies avec leurs jeunes enfants. Pourquoi une recherche-action? Donc, le but, c'était d'offrir un espace de parole et de construction, de co-construction avec les professionnels. On avait un intérêt pour une problématique commune, moi en tant que chercheur et eux en tant que praticiens. Et moi, mon rôle, c'était de faire une médiation entre les savoirs qui étaient issus de leur pratique et les savoirs théoriques. Donc, c'était vraiment dans ce but de recherche-action, de travailler ensemble pour essayer de construire un modèle par rapport à la place des parents. Il y a eu 4 phases. Les 2 premières phases, j'ai demandé aux professionnels de définir ce qu'était un parent et de réfléchir à la conception de
qu'est-ce qui était pour eux le pouvoir d'agir du parent. Déjà individuellement, puis ensemble autour d'un brainstorming par rapport à ces questions. Les deux phases suivantes étaient une réflexion autour des facteurs capacitants et incapacitants. Où là, je vous montre, hein, mais vous ne le voyez pas, c'est pas très grave, c'est pour visuellement que vous voyez un peu comment ça s'est organisé. Chacun avait un post-it et disait selon lui qu'est-ce qui est un facteur capacitant ou incapacitant pour la parentalité au sein de son établissement. Et après, chacun racontait pourquoi il a mis ce mot-là et catégoriser. Donc ça nous a ensuite permis de réfléchir et de créer un modèle sur ce que pouvait être un environnement capacitant pour la parentalité. Ce que j'ai pu repérer, c'est qu'il y avait une harmonie des discours entre les parents et les professionnels. Chez les professionnels, il y avait 4 grosses catégories qui ressortaient. Tout ce qui était représentation du parent, tout ce qui était accompagnement pratique, comme je vous ai dit par rapport à la pratique de la parentalité, comment on fait des ateliers ou les visites médiatisées, vraiment le très concret avec les parents. L'institution, le cadre institutionnel qui permet ou ne permet pas aux professionnels d'accompagner les parents. Et l'accompagnement réflexif qui se rapporte à l'éthique et au savoir-être. Donc là, où les professionnels réfléchissaient plus par rapport à leur positionnement et leur posture. Chez les parents, ce qui ressortait davantage, c'était un discours sur leurs difficultés parentales, l'accompagnement relationnel qu'ils rencontraient avec les professionnels, notamment la question de la relation de confiance, la gestion du quotidien en tant que parent, et tout ce qui était davantage l'accompagnement pratique, qu'on retrouve aussi chez les professionnels dans une petite moindre mesure. Ce n'est pas des choses qui sont aussi catégorisées que ça. Par exemple, un papa disait « J'avais besoin qu'on m'aide pour savoir comment la tenir en parlant de sa fille, quand elle mange ou quand elle boit. Quand elle était bébé, j'avais trop peur de la prendre dans les bras. » Donc là, on voit quelque chose qui se rapporte à l'accompagnement pratique, l'accompagnement dans les gestes, dans la pratique de la parentalité. Et d'un autre côté, j'avais trop peur qu'on peut interpréter sous l'ordre d'un besoin d'être rassuré et d'un accompagnement plus relationnel. Donc on voit finalement que dans un même discours, on peut voir différents besoins et une interrelation entre l'accompagnement pratique et l'accompagnement relationnel. Alors, ce qui impacte les relations aux parents. Il y a des facteurs que j'ai appelés relationnels directs, indirects et externes qui vont avoir un impact sur la manière qu'a le professionnel d'entrer en relation avec le parent. Les facteurs directs, c'est faire le lien avec le parent en sa présence, mais aussi en son absence. Ça va être concrètement quand les professionnels sont en lien avec le parent lors d'ateliers, lors de visites médiatisées, ou quand je dis en son absence, comment je fais vivre le parent même s'il n'est pas là, par des appels téléphoniques, les photos ou des outils qui peuvent être mis en place. Les facteurs relationnels indirects, qui là sont les aspects institutionnels qui sont des appuis à l'accompagnement. C'est ce que l'établissement va mettre en place pour permettre ces relations aux parents. Par exemple, les groupes d'analyse de la pratique, ils vont permettre aux professionnels de réfléchir leur positionnement et donc ça aura un impact sur les relations aux parents. Et les facteurs externes, qui vont être tous les aspects extérieurs qui vont déterminer les pratiques institutionnelles, comme les lois, les jugements, les financements qu'a l'établissement, mais qui vont aussi avoir un impact effectivement moins direct, mais sur la relation avec les parents. J'ai fait une analyse approfondie des discours des parents et des professionnels, qu'on appelle par codage et catégorisation. Donc, j'ai recherché dans chaque discours ce qui était commun ou pas, en faisant des catégories. Et ça m'a permis de me rendre compte que le développement des capacités parentales, il s'inscrit dans l'ici, le maintenant et l'avec. Donc, l'ici qui est relatif à l'espace, le maintenant au temps et l'avec à l'interrelationnel. Je vais reprendre chacun
petit à petit. Alors, ici est la question de l'espace, c'est-à-dire que là, la place des parents, elle est pensée en fonction de l'espace. Il y a 3 catégories qui s'impliquent dedans, la représentation de l'établissement et la compréhension de la situation. D'une part, il y a l'image qui est renvoyée par l'établissement qui va avoir un fort impact sur la manière dont vont s'inscrire les relations parents-enfants, les parents professionnels, pardon. Les représentations qu'avaient déjà les parents avant d'entrer dans l'établissement ont un impact sur les relations créées. Et aussi la difficulté de comprendre la situation, particulièrement en début d'accueil et quand c'est une décision judiciaire. Des parents qui sont totalement perdus avec tous les sigles, les acronymes, le fonctionnement de l'établissement, etc. La complexité du cadre institutionnel. Ce qui est ressorti des entretiens avec les parents, c'est que ils n'aimaient pas forcément être en lien avec les autres parents, qui avaient une méfiance et un regard des autres parents portés sur eux qui était plus difficile à accepter qu'un regard professionnel. Le poids des procédures administratives qui ont un impact sur ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est-à-dire qu'un professionnel me disait moi, d'un coup, je vois qu'une maman va pas bien, j'ai envie de l'amener au restaurant ou faire une sortie pour essayer de travailler avec elle ce qui va pas bien. Non, il faut tout de suite que je demande à mon chef de service qui demande une autorisation à je ne sais qui, etc. Et donc, finalement, le côté un petit peu, alors je dirais pas instinctif, mais voilà, le côté de la relation un peu plus spontanée se perd avec le poids des procédures. Et la question du paradoxe des missions, par exemple, dans le service de placement à domicile, où il disait que d'un côté, ils devaient accompagner, mais de l'autre côté, qu'ils avaient un peu une mission d'investigation. Et du coup, comment je peux créer aussi un lien de confiance si, à côté, je dois rendre des comptes. Donc, c'était ça qui dérangeait aussi les professionnels dans l'établissement du lien de confiance avec le parent. Le poids du structurel. Alors, ça, c'était assez intéressant. Les professionnels disaient que pour ce qui était un frein au développement du pouvoir d'agir des parents, finalement, c'est les parents eux-mêmes et leur comportement. C'est pour ça que je dis structurel. Ils nous disaient que c'est des parents qui ne collaborent pas, qui sont non participatifs, qui ont des trop grosses difficultés. Et au lieu de se dire comment je peux faire avec ça, ils étaient en train d'être dans un certain déterminisme en disant les parents, ça ne nous aide pas à développer leur pouvoir d'agir. Et ils externalisaient aussi cette question du développement du pouvoir d'agir en se disant il y a les juges, les partenaires extérieurs ou des personnes qui ne nous permettent pas de favoriser ce pouvoir d'agir. Donc, mais l'approche du développement du pouvoir d'agir est intéressante parce qu'elle permet justement de se dire ok, c'est comme ça dans ce contexte-là, dans un contexte où le parent ne vient pas, où le juge a donné tel droit, on reprend tout ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Il y a quand même quelque chose à faire, il y a quand même des ressources à trouver, etc. La question du maintenant et du temps, qui se résume un peu en passé, présent, futur. L'histoire du parent. Il y a de nombreux professionnels qui abordent l'histoire du parent, la question de l'héritage, des carences, de la reproduction ou d'un manque de modèles qui vont impacter ce que le parent a actuellement avec son enfant. Par contre, quand j'ai interrogé les parents, il n'y en a aucun qui m'ont parlé de leur histoire comme une difficulté. Par rapport au présent, l'importance de l'accompagnement dans la pratique. Les parents, ils disent qu'ils ont besoin de présent dans l'établissement, de participer vraiment à des choses concrètes et d'être en lien avec leurs parents pour pouvoir développer leur pouvoir d'agir. Ils ont besoin d'un accompagnement à la parentalité, mais au-delà de ça, d'un accompagnement social, psychologique et juridique. Ils auraient besoin peut-être qu'on les aide à trouver un logement ou différentes choses. Et en fait, les services sont tellement un peu disséminés partout qu'eux-mêmes s'y perdent. Et que le cadre soit bien défini. Le cadre de leur accompagnement et le cadre de l'accueil de l'enfant. Et le projet, la question du futur,
Les professionnels ont relevé une problématique par rapport à la durée de l'accompagnement et au cheminement du parent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une durée instituée, par exemple pour les accompagnements à domicile, où on va se dire, vous êtes sur un mandat de 6 mois, mais en 6 mois, peut-être que le parent n'aura pas assez cheminé ou n'aura pas pu établir ce lien de confiance qui, des fois, prend du temps pour pouvoir vraiment être dans cette question du développement du pouvoir d'agir. 6 mois, c'est compliqué par rapport au temps dont a besoin le parent pour faire confiance aux professionnels, être vraiment dans un travail sur le développement du pouvoir d'agir. Parents et professionnels étaient d'accord sur la question de la définition des objectifs importants dans l'accompagnement. Comment, à partir d'objectifs fixés, ça permet d'avoir un cadre plus précis et de se dire comment je vais évoluer petit à petit. Et les professionnels disaient, on est pris dans le quotidien et on a un manque de temps pour mettre en place des projets, et particulièrement des projets par rapport aux parents. Et enfin, la question de l'AVEC, qui est liée à l'interrelationnel. Le besoin de sécurité de repère des parents. Ce qui est important pour eux, dans leur discours, ce qui ressortait, c'est qu'ils devaient sentir que leur enfant était bien dans l'établissement. Sans ce préalable, ils n'ont pas envie de pouvoir travailler ou d'accorder leur confiance aux professionnels. L'importance du rôle du référent qui est ressorti. Les professionnels citent à longueur de temps le référent comme vraiment la question de la personne, justement référence, repère pour eux. Et la question de l'appréhension au changement qui est difficile. L'enfant qui passe sur un autre groupe ou qui change de référent, tous ces éléments vont perturber aussi la relation que les parents vont créer avec le professionnel et du coup le travail sur le pouvoir d'agir. La relation au cœur de l'accompagnement, ça c'est abordé plus par les parents et les professionnels. Ils nous citent l'accueil, le respect, le non-jugement, la disponibilité, l'écoute, les conseils, mais aussi tout ce qui est franchise et honnêteté des professionnels. C'est des valeurs qui pour eux sont importantes. Et la question des places, de la légitimité et du besoin de reconnaissance. Les parents disent que c'est important aussi d'avoir accès à la direction, au chef de service et s'il y a besoin de pouvoir se référer parce qu'ils accordent justement une place et une légitimité particulière à cette personne. Ils reconnaissent quand même la légitimité des professionnels. Dans leur discours, ils parlent de professionnels compétents qui ont une formation, qui ont une expérience. Et en fait, plus ils vont avoir de liens avec la personne, plus ils vont les trouver légitimes. C'est-à-dire que le référent, c'est celui qui a le plus de légitimité, c'est celui qui s'occupe le mieux de mon enfant. Et par contre, il y a la légitimité du parent. Alors, il y a certains parents qui vont vous dire d'emblée, parce qu'ils ont le statut de parent, qui sont compétents. Un papa qui nous dit moi je suis père de famille, je sais ce que je fais. Et de l'autre côté, il y a la distance à l'enfant qui ne leur permet pas de se sentir toujours légitime. Alors, je vais aller un petit peu plus rapide. Je vais passer quelques diapos et vous expliquer par la suite quel modèle on a retenu avec les professionnels. On s'est dit que l'environnement capacitant, il résulte de 3 espaces: l'espace quotidien, l'espace d'expérience et l'espace de reliance. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je passe pour vous. Alors, je vais aller un petit peu rapide. Il y a une première étape où on va être dans un environnement de reliance. Pour créer un environnement capacitant pour la parentalité, on a remarqué qu'à la base, il y avait de la méfiance, c'est-à-dire une forme de retenue, de prudence de la part du parent. Il est méfiant vis-à-vis des institutions, qui est relativement normal dans ce contexte. Et une première étape, ça va être que le professionnel fasse confiance aux parents. Alors, ce n'est pas la confiance à tout prix, mais c'est comment je vais accueillir les propos du parent en me disant que ce qu'il dit, c'est sa propre forme de vérité
Et à travers ce qu'il me dit, ça va me permettre de concevoir comment lui il voit la situation. Pour ensuite rentrer dans ce qu'on appelle un environnement de reliance, la reliance entendue comme une forme de confiance. Un environnement de reliance, c'est un environnement fiable sur lequel je peux compter. Donc, pour pouvoir faire un environnement capacitant, on commence par poser un environnement de reliance, c'est-à-dire un environnement fiable. Donc là, je passe, c'est ce que je vous ai résumé. La deuxième étape, l'environnement de reliance, je fais rapidement, elle tient compte d'un côté de la parole du parent. Donc, dès la première rencontre, je vais partir d'un principe de vérité, ce que je vous ai dit, que le parent a sa propre forme de vérité sur la situation. Et je vais essayer de comprendre la situation familiale. D'un côté, de l'autre côté, il va y avoir toutes les valeurs sorties des discours qui vont permettre d'instituer cet environnement de reliance et la disponibilité que va avoir le professionnel envers le parent, ainsi que les informations qui vont être véhiculées aux parents pour le rassurer par rapport notamment à comment fonctionne l'établissement. Je vais adopter un langage commun, pas un langage professionnel. Je ne vais pas envoyer des courriers si le parent n'est pas en capacité de lire ou ne parle pas la langue française. Voilà, des éléments à réfléchir par rapport à ces informations. Donc, tous ces éléments vont permettre cet environnement de reliance. Ensuite, on va essayer de passer de l'environnement de reliance à l'environnement expérientiel. Je vais vous mettre qu'est-ce que c'est qu'un environnement expérientiel. Alors, l'environnement expérientiel, c'est où le parent pourra faire l'expérience de sa parentalité. On part de l'existant, de l'histoire de vie du parent pour essayer d'identifier les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, et aussi les points de vulnérabilité, empêchement ou blessure de la parentalité. Ensuite, on va essayer d'envisager le possible. Par exemple, participer à un événement, participer à des ateliers, ça va permettre aux parents de pouvoir identifier des postures éducatives qu'il n'a peut-être lui-même pas eues avec ses propres parents ou ses propres familles. Et ensuite, dans une optique de coéducation, de choisir si il garde ou non ces postures éducatives qu'il a pu percevoir chez les professionnels, en se centrant sur l'intérêt de l'enfant et en identifiant ses propres besoins et envies. Et donc, on va essayer de créer un espace d'initiative pour le parent où déjà il est observateur et une fois qu'il a été observateur, il va pouvoir choisir, plus ou moins consciemment aussi, mais les postures qui l'intéressent ou les comportements qui l'intéressent. Là, il va y avoir deux cheminements. Le premier, c'est continuer à explorer l'environnement expérientiel parce qu'on n'est pas encore, on ne se situe pas forcément encore dans l'intérêt de l'enfant, ou de se projeter par rapport à son environnement quotidien. Et donc, retourner, sortir de l'établissement si c'est un établissement fermé et pouvoir transférer ce que j'ai appris dans l'environnement expérientiel dans mon environnement quotidien. Donc, anticiper certains besoins de l'enfant, avoir un projet de vie, identifier des ressources et contraintes de l'environnement de vie. Donc, synthèse de ce que je vous ai dit. Je fais tout afficher. Donc, l'environnement capacitant pour la parentalité au sein des établissements de protection de l'enfance, ça va être vraiment le lien entre cet environnement de reliance, l'environnement expérientiel et l'environnement quotidien du parent, où le parent pourra vraiment se projeter au quotidien avec son enfant. Et je l'avais fait un contre-modèle, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. C'est un petit peu l'inverse de l'environnement capacitant, qui serait l'environnement incapacitant, où là, on resterait dans une forme de méfiance, voire de défiance, avec tous les comportements qu'il ne faut pas avoir. Mais vous aurez mon PowerPoint. Et là, je vous invite, ce n'est pas moi qui ai théorisé ça, c'est Yann Le Bossier dont je vous parlais tout à l'heure, à aller regarder son ouvrage sur le développement du pouvoir d'agir et sur concrètement comment on peut le mettre en place dans les structures, dans les établissements de la protection de l'enfance, en se posant notamment ces questions pour travailler avec le parent à l'élaboration de qu'est-ce qui pose problème pour lui,
mais aussi comment il le conçoit, le problème, et comment il conçoit les solutions. Parce que nous, on vient trop rapidement des fois avec nos solutions, alors que les parents ont aussi des ressources et envisagent des solutions qui sont davantage liées à leur contexte. Voilà. Conclusion, je vous garde la... J'ai fait une conclusion en 3 slides, alors je vous garde la dernière. Donc, une protection de l'enfance du XXIe siècle, c'est une responsabilité éducative partagée et une réflexion autour de l'idée de cité éducative où chacun contribue de sa place au développement de l'enfant. Et voilà. Désolée d'avoir pris l'idée. Merci. Merci Manon pour cette introduction sur cette conférence sur le pouvoir d'agir qui donne à la fois des aspects théoriques, conceptuels, mais aussi des aspects pratiques pour vous, futurs travailleurs et travailleuses sociaux et sociales, sur comment demain vous pourrez, déjà sur vos lieux de stage, mais aussi comment demain vous pourrez faciliter ce pouvoir d'agir des parents. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bien, Manon. Moi, j'en ai eu. Tu disais en introduction que la loi de 2002 ne parlait pas spécifiquement 2022, pardon. De la question du pouvoir d'agir des parents. Mais est-ce qu'il y a quand même des signes que toi, en tant que chercheuse ou même en tant que professionnelle, tu as pu repérer qui donnent à voir qu'on va dans le bon sens et qu'il y a quand même des éléments qui participent à une coéducation partagée et que tout ne repose pas soit sur le parent ou soit sur l'enfant? Franchement, je n'ai pas trop trouvé du coup dans la loi. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une différence entre la 2007 et la 2016, où là, vraiment, on est passé des difficultés parentales aux ressources parentales. Et du coup, là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui laisse savoir ça. Là, je pense que cette loi, l'enjeu, c'était plus la sortie d'ASE pour les jeunes. Elle s'est plus centrée vraiment sur la question des jeunes ou des assistants familiaux. Et la parentalité, j'étais un peu déçue. On est revenu sur des questions plus de soutien à la parentalité et moins d'accompagnement. Et donc, comme je vous ai dit, par rapport aux termes qui étaient entrepris, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors après, à voir comment ça se décline, c'était pas beaucoup décliné dedans. Mais voilà, comme ça, elle était relativement très pauvre sur la question de la parentalité. Des questions, des expériences, des témoignages aussi, hein, puisque vous êtes en stage aussi. Qu'est-ce que vous avez observé sur votre terrain de stage qui rejoint je trouve, vos propos étaient intéressants puisque ça permet, je pense, à des étudiants qui terminent leur formation là, de ramasser un certain nombre de savoirs. Et pour les étudiants de première année, quand on fait un cours de droit, de psycho, c'est un peu séparé. Et là, dans votre intervention, vous croisez un peu les choses, et c'est là où on voit toute l'importance de suivre votre formation. Alors moi, j'avais peut-être une question, qui a été abordée un peu dans vos propos sur la dimension collective et communautaire. Et on va faire le lien tout à l'heure avec le comité des usagers. Je pense que je ne vais pas dire un peu ce qu'on va y trouver, mais le fait de se retrouver aussi entre parents, c'est aussi, lorsqu'on se retrouve dans un groupe, c'est aussi comme ça. On découvre aussi des capacités où on apprend aussi des autres, quoi. Hein, et je trouve que c'est peut-être à renforcer. C'était peut-être une dimension qui existait aussi. On parlait de la famille, par exemple, africaine. Hein, c'est la communauté qui éduque. Hein, c'est pas forcément que le parent. Et même ici, auparavant, il y avait la dimension de l'environnement parental qui revient un peu dans la loi, finalement, puisqu'on parle des ressources dans l'environnement d'enfant. Est-ce que c'est pas justement un axe aussi de travail pour associer des groupes de parents, mais ils le rediront eux-mêmes tout à l'heure, l'importance d'être entre parents ou d'être enfants, pour aussi s'apercevoir, c'est comme ça aussi qu'on mesure, qu'on apprend,
comme un élément déterminant pour cette capacité à agir. Ce qui est vrai, c'est ce qui est ressorti des entretiens à la fois avec les parents et les professionnels, c'était que les parents, en fait, de prime abord, il y avait quand même cette méfiance générale vis-à-vis de l'établissement et qu'il faut quand même qu'ils aient un point de repère, une personne repère ou un petit lien de confiance pour ensuite, en tout cas, si c'est organisé par l'établissement, c'est autre chose, peut-être s'il y a une collectivité ou un projet commun qui est organisé en dehors de l'établissement, mais en tout cas, au sein de l'établissement, les parents étaient frileux de prime abord par rapport au regard des autres parents, par rapport à eux-mêmes. Mais ça se fait, notamment beaucoup là à la MAGE dont je vous ai parlé, des ateliers entre les parents et petit à petit ça se détend. Mais ce qui était facilitant, c'est que les parents aient déjà créé un petit lien avec un professionnel pour que ce soit ce professionnel aussi qui lui permette d'oser franchir le pas. Voilà. Après, mais c'est vrai qu'il se faisait des choses très intéressantes par rapport à ça. Et aussi par rapport à ces questions, je vous invite à aller regarder au niveau des universités populaires. Il y a une université populaire des parents, alors je ne sais plus tout à fait la région, je crois que c'est autour de Lyon, qui s'était construite avec des parents dont les enfants étaient accueillis en protection de l'enfance et qui ont mené une recherche. Donc là, on voit vraiment le côté collectif des parents et ça a fait un chouette résultat. Ils ont publié un article. Donc, lorsqu'on évoquait votre conférence ce matin avec Marie, on parlait de l'éducation populaire, qui est une notion quand même pour les moins jeunes, qui est un peu connue, mais c'est le fait que par le groupe, on s'éduque et on apprend. Et c'est quelque chose qui revient sur la scène. Après, là, je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de parents qui étaient isolés et qui n'avaient pas forcément de lien social ou de famille sur laquelle s'appuyer ou d'amis sur laquelle s'appuyer. Donc, d'essayer de recréer ça, ça peut être aussi important. Une question alors, Marion. Oui, je vais me faire le relais d'une question dans le chat de Stéphane, alors qui ne va pas forcément être simple parce que ce n'est pas forcément ta spécialité ou moins, mais la question c'est est-ce que cette étude pourrait s'appliquer auprès de parents en situation de handicap? En quoi et comment les espaces capacitants peuvent s'appliquer dans ce champ des personnes en situation de handicap? Et est-ce que peut-être toi aussi, dans ton étude, alors là c'est moi qui le rajoute, mais est-ce qu'il y avait aussi des parents en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Est-ce que tu as une idée de ce transfert possible, faisable? Alors c'est vrai que là j'étais dans une recherche-action où j'ai vraiment essayé de construire avec les professionnels et les parents de ce contexte particulier. Après, la question de l'environnement capacitant, elle peut vraiment être aussi dans tous les domaines. Finalement, c'est quel environnement on va pouvoir mettre en place pour que se développe le pouvoir d'agir des personnes. Après, il y a des éléments qu'on peut conserver, je pense, ou bien qui mériteraient d'être proposés aux parents ou aux professionnels pour qu'ils apportent leur touche, leur modification par rapport justement à leur champ en particulier. Mais ouais, moi, je l'imagine peut-être que la question de l'environnement relationnel, de reliance de base, pourrait être une base dans tous les établissements parce que, alors peut-être qu'il y a moins de méfiance au préalable, mais on n'est pas toujours à l'aise d'être accompagné au départ par un établissement. Et est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est cet environnement? On voit des valeurs qui s'affichent, qui sont les valeurs du travail social. Voilà, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être conservées en particulier, sauf que là, je dirais la finalité, c'était que l'enfant retourne dans son environnement quotidien aussi. Et donc, on n'a peut-être pas les mêmes enjeux dans le handicap. Stéphane, je te remercie. Vous ne faites pas de différence entre pouvoir d'agir et capacité d'agir? C'est synonyme? Non, pouvoir d'agir, c'est vraiment la question du pouvoir. Voilà, oui, faut que j'aille plus loin. Il y a une différence au niveau effectivement de la syntaxe des mots. Et Yann Le Bossé le dit très bien dans son livre. Et lui, il dit même pas pouvoir d'agir, il dit développement du pouvoir d'agir, parce que c'est pas un état de fait à un moment donné. C'est vraiment la question du processus de développement du pouvoir d'agir. Et pour lui, on ne devrait pas parler de pouvoir d'agir en particulier, mais tout le temps de développement du pouvoir d'agir.
Et peut-être qu'une capacité, c'est justement un peu trop fermé. Et les capacités, à un moment donné, tandis que le pouvoir d'agir s'envisage sur quelque chose de plus linéaire, de plus évolutif. On peut aussi penser qu'on est tous capables, mais on n'a pas tous de pouvoir. Voilà. Je sais pas. C'est vraiment une question de sémantique. Mais... Oui, ouais, là, ça vient au niveau du sémantique. On peut être. Mais la question du pouvoir d'agir, et la question du contexte qui est un peu plus présent, comme vous dites. Hein, et par contre, la question de développement de pouvoir d'agir et capacité, pour moi, je les mets sur un même niveau. Quoi. Plus de questions, Ah oui, une question. Oui. Est-ce que dans les entretiens conduits auprès des professionnels, ils s'accordent ou ils définissent des caractéristiques minimales que devraient avoir les parents pour pouvoir engager ce type de travail avec eux? Alors, les discours des professionnels étaient parfois, et selon les établissements, justement selon l'ouverture de l'établissement, hein, les professionnels qui bossent en placement à domicile n'avaient pas tout à fait le même discours que les professionnels qui bossent en MEX. Et ils étaient quand même des fois dans un discours assez déterministe en disant les parents, c'est trop difficile, ils ne viennent pas, on ne peut pas bosser avec eux, etc. Mais du coup, ils ne se sont pas dit qu'il y avait des caractéristiques minimales. C'est peut-être si on commence déjà, c'est vraiment des étapes, mais si on commence vraiment cette question de la relation de confiance, de montrer que l'environnement est fiable par justement les infos qu'on donne aux parents, les postures qu'on a, etc. C'est vraiment ça la base. Et ça peut prendre peut-être, je sais pas, 2 ans pour certains parents, cette question de la confiance. Et tandis que pour d'autres, ça viendra plus rapidement. Voilà. Donc c'est chacun ses étapes, mais c'est ce qui semblait être un préalable, c'est cette question de une espèce de confiance réciproque.